Déjà, bonjour à tout le monde, et puis merci aussi pour l'invitation, pour l'accueil. Heu, voilà, les associations dans le design, il y en a pas beaucoup. Les syndicats dans le design en France, il y en a encore moins. Donc c'est chouette que Designer Plus, fasse des initiatives, autant pour, promouvoir, et puis aussi proposer, on va dire, de mettre en avant, de discuter, de réfléchir sur des thématiques contemporaines. Parce que voilà, on n'est pas forcément aidé en France, avec des thématiques sur le design. Bon, on a la PCI, on a quelques structures, mais, euh, mais voilà, donc c'est hyper important. Et donc pour ça, merci beaucoup. Et puis surtout, merci à tout le monde d'être là, euh, un mardi midi 30, pour venir m'écouter. Franchement, vous êtes courageux, donc vous êtes braves. Merci beaucoup. J'espère qu'on pourra surtout échanger. Euh, L'idée, là, quand on a préparé un petit peu cette intervention, moi, je vais me présenter succinctement, rapidement. J'ai prévu quelques slides pas très longs. Et puis après, ben, j'espère qu'on va pouvoir dialoguer, tout simplement. Si vous voulez laisser des messages, parce que c'est vrai qu'à l'audio, en général, quand chacun parle, ça se superpose. Donc, si vous pouvez poser des questions à l'écrit, comme ça permet de faire ça dans l'ordre. Et puis, comme ça, on peut discuter, échanger librement, débattre. Voilà, vu que c'est un débat, faut que vous puissiez, vous aussi, parler et vous exprimer. Euh, j'ai prévu quelques petites slides, ouais. Voilà. Tac, je vais les rouvrir pour que ce soit bien. Hop, partager l'écran, sélectionner une fenêtre. Hop, hop. Donc, est-ce que tout le monde voit bien les slides? Ça marche? Ça va. Oui, Normalement, c'est bon. normalement, ça apparaît, hein. Ok, nickel. Juste pour info aussi, je suis dans un salon de train, de grands voyageurs de train, là, parce que je donne cours ensuite à l'université. Donc, s'il y a du bruit de porte, des valises, des annonces SNCF, ne vous en faites pas, c'est normal. Euh, donc, comme je dis, c'est pas une conférence, hein, c'est un échange ouvert. Donc, voilà, on va pouvoir dialoguer, discuter. Donc, moi, je m'appelle Geoffrey Dorn, je suis designer indépendant depuis maintenant 20 ans. Donc, ça commence à remonter un peu, 21 ans même pour être précis. J'ai commencé, j'avais 18-19 ans, donc je vous laisse calculer mon grand âge. Et puis, toute ma vie, je suis resté indépendant. Donc, comme on dit, indépendant, designer indépendant, graphiste. J'ai été à la Maison des artistes, ben, je ne suis plus. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui ont évolué, mais mon objectif, c'est de rester indépendant. Donc, indépendant aussi financièrement, indépendant dans mes projets, indépendant dans ma manière de travailler, indépendant dans pas avoir de patron, comme on peut dire parfois, mais aussi indépendant dans ma liberté de ton, dans mes projets, parce que pour moi, c'est assez important. Et puis dans mes activités, je fais du graphisme, parce que c'est ma formation. J'ai fait les arts décoratifs de Paris. Donc c'est une grande école de graphisme, de design et d'art en général en France. Et donc là-bas, j'ai pu faire mes classes avec la peinture, la sculpture, le dessin, la sérigraphie, la gravure, un peu tout ça. Et aussi le numérique. On a appris à coder, à faire de la typo, enfin plein de choses différentes. Donc mon métier aujourd'hui, c'est designer graphique numérique. Je suis aussi auteur, parce que je fais des livres, j'écris, j'ai fait des chroniques à la radio, etc. Je suis aussi enseignant. J'ai commencé à enseigner quand j'ai eu 25 ans. Voilà. À peine sorti de l'école, on m'a dit vas-y, parle devant des élèves. C'était sport, donc ça aussi, on pourra en parler. Et puis, j'ai été chercheur en design aussi, euh, sur des projets en lien avec la communication émotionnelle. Donc, ça, pareil, dans un laboratoire de recherche. Bon, on n'était pas en blouse blanche, mais on faisait des trucs sérieux. Et puis aussi conférencier, je fais des workshops, etc. Donc, voilà, pour moi, c'est une partie tout ça de l'activité de mon activité de design. Euh, je fais aussi des missions de conseil, je fais aussi voilà, plein de choses très différentes. Et donc, tout ça mis bout à bout fait que avant, je disais que j'étais graphiste, designer graphique. Aujourd'hui, je dis juste que je suis designer parce que ça englobe beaucoup de choses. Et ça me suffit. Euh, donc, on ne se voit pas en physique parce que là, ce matin, j'étais là, dans ce tout petit village au fin fond de la forêt dans l'est de la France. Donc, voilà, j'ai quitté les grandes villes. J'ai habité longtemps à Paris, puis à Lyon. Et maintenant, je suis installé en pleine campagne, dans la forêt. Euh, donc, en gros, ça ressemble à ça, hein, le village. Donc, ça, c'est le centre-ville. Quand je vais faire mes courses, je passe par là. Il y a un petit pont, il y a un poulailler. C'est pas ma maison, hein, je ne voulais pas montrer ma maison directement. Mais, euh, mais voilà, l'idée c'est aussi que si je vous montre cette image, c'est aussi pour dire que ouais, en fait, on peut être designer euh, de bientôt 40 ans avec des projets numériques, graphiques impliqués et en même temps habiter au fin fond de la campagne. Et on n'est pas obligé d'être dans les grandes villes, là où il y a
tous les gros studios, grosses agences, etc. C'est un pari que j'ai fait. C'est pas facile forcément. À l'époque où j'étais un peu plus jeune, on me disait vas-y Geoffrey, on va boire un café à la place d'Italie dans le 13e. Je prenais mon vélo et hop, on prenait un café et puis comme ça je signais un contrat et on pouvait travailler. Là forcément c'est un peu plus compliqué, mais malgré tout j'y gagne en qualité, en confort de vie, en liberté surtout, ce qui est assez précieux pour moi. Donc ça, c'est mes collègues de travail, en gros, hein. J'ai des fougères, des champignons et des vaches Highland autour de chez moi. Ça, c'est des collaborateurs. Donc voilà, le monsieur qui a un seau, il est éleveur de moutons. La dame et l'autre monsieur, ce sont dans du parc naturel régional des Vosges du Nord. Donc c'est des gens avec qui je travaille aussi. Donc c'est un petit peu les entreprises locales, les structures locales. Et puis on fait des tests utilisateurs. Donc ça, c'est avec ma compagne Margot, quand on travaille ensemble sur des projets de design. Voilà, on va rencontrer directement, faire des photos et faire des prises d'informations directement le matin. Euh, on travaille avec les startups locales, donc là c'est le parc naturel de Lorraine, des Vosges du Nord, mais aussi des structures, des petits villages, etc. Donc c'est très intéressant aussi parce que c'est d'autres contraintes et on n'est pas dans des campagnes de com sur Instagram, mais on est plutôt sur, voilà, sur des choses parfois plus terre à terre et tout aussi intéressantes. Euh, voilà, on travaille dans des grands lieux aussi, des grands hangars, donc il faut avoir aussi, voilà, pour moi le quotidien a beaucoup changé hein, depuis que je me suis un peu expatrié. Euh, et, euh, et au contraire, j'ai retrouvé un petit peu là où j'aimais vivre. On travaille aussi en remote, comme on dit parfois. Donc, on prend la voiture, on s'installe dans la forêt, on sort les ordis, et puis on peut bosser en pleine forêt. Donc, ça, c'est assez chouette aussi de pouvoir, on va dire, avoir un cadre de travail qui change. À l'époque, j'essayais souvent d'aller dans des cafés ou de travailler dans des espaces de coworking, etc. Voilà, donc ça fait toujours aussi du bien de pouvoir travailler en dehors de la maison. Je vous montre tout ça parce que ça fait toujours du bien. On aime faire des images. Et donc, ça, ce que vous voyez là, c'est un piège photo. C'est une caméra photo. Donc, souvent, c'est utilisé par les chasseurs. Mais nous, vu qu'on travaille notamment sur le travail d'image en lien avec l'environnement, euh, là, on capture des animaux dans la forêt. Donc là, ce que vous voyez, c'est une martre des pins, par exemple, qui est tout en haut à droite, prise la nuit l'année dernière, je crois. Ouais, l'année dernière. Qu'est-ce qu'on a de chouette aussi quand on arrive à capturer voilà, un cerf, je crois. Là, ici, c'est des cerfs aussi avec un bois, de bois. Et donc, voilà, on arrive à capturer un petit peu des animaux et tout ça, ça nous sert aussi à faire des images, des projets, et à bien documenter aussi notre travail. Euh, je fais plein d'autres activités, donc pour ça, je disais que je voulais me présenter succinctement. J'ai un blog depuis presque 20 ans, je sais plus, je l'ai lancé en 2018, mon blog, donc je vous laisse faire le calcul aussi, qui s'appelle, non, pas en 2018, quand j'étais encore étudiant, bref, qui s'appelle graphiste.fr. Et ce blog, je publie encore dessus de temps en temps sur le graphisme, le numérique, sur les interfaces, sur les questions de design, etc. Mon atelier de design s'appelle Design and Human, dans lequel je fais vraiment des projets sociaux, des projets engagés, des projets pour les personnes âgées, pour les personnes réfugiées, euh, pour des centres d'intérêt sociaux en général, pour les droits des femmes, etc. Euh, donc toute la partie environnementale, on l'a créée avec ma compagne. Donc c'est un projet qui s'appelle labo.mg. Donc c'est vraiment un laboratoire d'exploration de projets design écologique, je dirais pas, mais plutôt environnemental. Voilà. J'ai un site aussi qui s'appelle j'affiche.fr sur lequel je publie des affiches en lien avec l'actualité. Donc j'en fais de temps en temps, voilà, sur l'actualité politique souvent. Euh, j'ai créé aussi un podcast parce que je ne savais pas faire de podcast, donc je me suis dit que c'était chouette de faire un podcast qui s'appelle Fronde, et ça parle principalement, la saison 1 parlait des outils de lutte citoyenne, et donc à chaque épisode qui Moi, je t'entends plus. Je sais pas si c'est que moi. Non, je l'entends plus non plus, Eva, hein. Ok. Et je pense que ça. Ah, ça y est, il est en train de. Ouais, Geoffrey, tu bugs. Ça va revenir. En attendant, vous pouvez aller voir son site et son travail en direct. Du coup, je peux peut-être vous le partager dans le chat. C'est le réseau SNCF qui est pas bon. Ouais. Qu'est-ce que c'est étonnant? Ils auraient peut-être besoin d'un designer.
Alors, moi aussi, j'ai mon ordi qui bug, je sais pas. Alors moi, je te vois toujours, Eva, et je t'entends bien, il n'y a pas de souci. Ok, bon. Peut-être. Il relance. Envoyer un message dans le chat. Désolée, c'est les petits problèmes du direct en webinaire. On comprend au montage pour l'enregistrement. Est-ce que ça refonctionne? Vous m'entendez à nouveau? Ah, oui, on t'entend. Impeccable. Je vais essayer de relancer le partage d'écran. Parfait. Je crois que ça a Est-ce que coupé vous quand voyez tu à parlais nouveau mon de écran? Design and Human. Ah, ok, d'accord. Donc, je remonte à Design and Human. Très bien. Donc, Design and Human, comme je le disais tout à l'heure, c'est mon atelier design dans lequel je fais des projets sociaux pour les personnes âgées, pour les réfugiés, pour les personnes sans abri, pour les droits des femmes, etc. J'essaie vraiment de faire des projets d'engagement sociaux. Euh, Ensuite, j'ai aussi cofondé Labo MG, donc, dans lequel on fait des projets principalement environnementaux, avec des workshops pour découvrir l'environnement, la nature, pour associer design et nature, et puis aussi tous les projets qu'on fait avec les parcs naturels ici, ou parfois des villages, etc. J'ai aussi créé un site qui s'appelle jaffiche.fr, sur lequel je publie des affiches en lien avec l'actualité, souvent politique, ce qui a donné lieu aussi à un petit projet que vous avez peut-être vu passer qui s'appelait 2436.fr ou .net, je ne sais plus, .net, je crois. 2436 qui était justement les affiches en soutien au Front populaire. On a fait un site qui a pas mal circulé il y a quelques mois. J'ai créé un podcast aussi qui s'appelle Fronde sur le design des outils de lutte citoyenne. Vu que c'est un podcast, je ne savais pas faire de podcast avant, donc j'ai tout fait de A à Z, j'ai appris. C'est des podcasts qui durent entre 5 et 10 minutes. Et puis aussi, là, vous voyez Étape Design, c'est une formation en design que j'ai créée dans le 13e arrondissement de Paris. Et aujourd'hui, je ne suis plus directeur de cette formation, mais c'est une formation pour les jeunes décrocheurs qui n'ont pas le bac, parfois pas le brevet, et dont l'objectif était de reprendre les études. Et donc, avec la mission locale et le pôle emploi, on a réussi à leur donner des ordinateurs, des enseignants pour qu'ils apprennent le design graphique et numérique. Donc voilà, tout cet esprit-là regroupé au sein d'État Design. Je donne des conférences, j'ai créé un premier livre qui s'appelle Hacker Citizen sur comment hacker la ville avec des outils de design. Ensuite, j'ai monté d'un échelon vers ma fiche S qui s'appelle Hacker Protester. Donc, c'est un deuxième livre justement sur comment les citoyens designent des outils de lutte pour mener à bien des révolutions, des protestations, des contestations. Ce qui m'a donné aussi l'occasion de créer des éditions HCKR. Donc, je publie d'autres livres. J'enseigne, je fais des workshops et je fais aussi beaucoup d'illustrations. Je m'occupe aussi de mon potager et de mon jardin et de ma famille. Donc voilà, ça fait un peu le tour de l'ensemble des projets que je peux réaliser. Euh, Présentation, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez taper mon nom hein, sur Internet, vous pouvez me chercher. Euh, et puis, ben, sur le reste des slides, il y a plein d'autres images, etc. Mais peut-être que, voilà, j'espère que vous pouvez échanger, discuter, on peut directement dialoguer. Et puis, éventuellement, je pourrais repartager l'écran si ça prête, s'il y a des choses à montrer par moment. Je réactive ma caméra, si tout fonctionne, et me voilà de retour. Donc ça, c'est pour la présentation, j'ai essayé de faire rapide. Mais voilà, s'il y a des personnes qui veulent discuter, échanger, je vois qu'on est une bonne quinzaine ou 19, ouais, c'est chouette. Donc je suis tout oui. Ouais, Est-ce on est qu'il y a des une. designers dans la salle? Est-ce qu'il y a des qui veulent écrire aussi, tout simplement? Moi, je me permets de prendre la parole. Je vais hop, mettre ma caméra. Bienvenue. Naomi Rubiero, je suis designer de service.
plus indépendante depuis une semaine exactement. Et en fait, j'ai une petite question par rapport au travail que tu as présenté. J'ai regardé un peu sur ton site. Oui. Je me demande comment tu abordes ce rapport de faire du design pour le vivant et de sensibilisation aux écosystèmes, à l'environnement, tout en produisant du coup des sites internet et des plateformes numériques. Comment est-ce que tu te positionnes là-dessus? Parce que pour moi, du coup, j'ai l'impression que c'est un peu antinomique et en même temps, je sais bien qu'aujourd'hui, on est obligé d'avancer avec le numérique, mais du coup, voilà, ça me pose question. Alors, c'est une super bonne question. En effet, je me suis posé la même question il y a plusieurs années sur l'apparent paradoxe qu'il y aurait entre parler d'environnement, d'écologie, etc., et puis avoir des outils numériques. C'est vrai que, vu comme ça, on peut se dire, bah, en fait, le numérique, ça pollue, on veut faire des projets environnementaux, donc on va pas utiliser le numérique. Ça, j'ai posé cette question il y a presque 10 ans à des gens de WWF qui avaient des smartphones Apple, et je leur ai dit, non, mais les gars, qu'est-ce que vous faites? Ça va pas, ça, etc. Et en fait, ils m'ont dit, bah, nous, avec ces outils-là, on arrive à- à faire notre boulot, et en fait, l'impact de ces outils-là est minime par rapport à l'impact que parfois on peut avoir dans nos missions environnementale par rapport à WWF. C'est la réponse qui m'avait sorti. J'avais trouvé ça assez intéressant et ça avait répondu à l'époque à ma question. Euh, Aujourd'hui, il y a il y a plein de choses à dire sur le rapport entre numérique et environnement. Déjà, le numérique, ça n'existe pas. Il y a plein de formes de numérique différents. Il y a en effet avoir un gros ordi. Il y a le numérique embarqué dans les avions, dans les voitures électriques. Il y a le numérique hyper low-tech d'un Raspberry Pi voilà, pour piloter un truc à distance. Il y a quel usage on fait du numérique? Aujourd'hui, les sites web, il y a des sites qui sont considérés comme low-tech, avec plein de guillemets, donc qui consomment peu de ressources. Et puis, il y a des sites qui ont l'apparence de sites low-tech, mais qui consomment énormément. Et puis, il y a d'autres sites qui font tourner des grosses vidéos à 360 à fond. Donc, il y a un panel dans le numérique. Euh, Aujourd'hui, il y a aussi des mouvements qui sont en lien avec les pensées environnementales contemporaines et le numérique, qui essayent de faire de la permaculture au numérique, avoir des choses qui sont beaucoup plus légères, beaucoup plus persistantes, ou au contraire, parfois qui s'estompent dans le temps, donc une temporalité de vie beaucoup plus courte. Voilà, donc ça peut être pertinent aussi. Et puis pareil, l'environnement, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est juste le bilan carbone? Est-ce que ça se mesure à l'échelle d'une vie d'un humain et de ses actions? Je vois souvent passer aussi des designers parfois qui essayent d'avoir une éthique environnementale dans leur vie privée, mais dans leur vie professionnelle, qui œuvrent à l'inverse de ce qu'ils peuvent faire dans leur vie privée, et donc ça leur crée beaucoup de frustration. Parce qu'ils disent, voilà, moi je trie, je mange vegan, je fais hyper gaffe et tout, et à côté je bosse pour telle ou telle agence, et l'agence elle fait tout l'inverse de ce que je peux faire, donc ça rend un peu malheureux. Donc moi, j'essaye justement d'avoir un équilibre, un alignement entre mon quotidien, ma vie privée, mes engagements professionnels. Euh, J'essaye aussi de mesurer l'impact que ça peut créer. Quand je fais un bouquin, il est sur du papier, ça coupe des arbres, hein, et il y a des encres aussi, et des encres ça pollue, même s'il y a des encres éco-conçues, etc. Euh, L'activité humaine, de toute façon, est productrice de carbone. Euh, donc forcément, ça crée des questionnements. Et ce qui est important, c'est d'avoir conscience de ces questionnements, de les mesurer un peu parfois, euh, de les réduire là où on peut. S'il y a certaines choses qu'on peut réduire, on essaie de le faire. Puis parfois, il y a des trucs numériques qui polluent beaucoup moins que les trucs physiques quand on fait un projet design. Euh, voilà. Donc, le projet qui pollue le moins, c'est celui qui n'existe pas. Euh, mais après, c'est sûr que dans, dans la conception que je me fais du métier designer, il y a l'action de la création, de la proposition et d'essayer de faire avancer un peu le chemin de vie. Mais voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, Naomi. Je veux bien aussi avoir ton regard, toi, là-dessus. Ouais, Ou d'autres, hein. vraiment, ça ouvre des possibilités. Et d'ailleurs, si tu as des références du coup de ce que tu disais sur la permaculture en lien avec le numérique, du coup, j'ai déjà perdu exactement ce que tu as dit. Ça Mais s'appelle ah, ça s'est coupé. ça s'appelle le permacomputing. Ok, trop bien. Merci beaucoup. Et après, si tu traînes un peu sur Mastodon, tu pourras tomber sur des gens qui font du vrai low-tech et toute la pensée qui arrive tout doucement en France sur la conception informatique et numérique de sites low-tech qui pèsent 3 ou 5 kilobits qui sont très légers, quoi, quelque part. Ok, trop bien. Merci. Bah, merci à toi. Enchanté en tout cas. J'ai tapé ton nom sur Internet, j'irai voir ton travail tout à l'heure.
Enfin, plus précisément, si ça me situe un peu, je suis designer de service dans un laboratoire d'innovation qui est rattaché à la préfecture Auvergne-Rhône-Alpes. Donc voilà, c'est intéressant aussi parce que moi, enfin, la question de l'engagement, notamment dans mon travail, elle existe sur l'engagement de pouvoir faire des choses aux gens, mais tout en étant dépendant des politiques publiques, en étant dépendant de tout ce qui descend en fait des besoins et des demandes de l'État. Ouais. Et du coup, ouais, sur cet engagement, je suis en train d'essayer de trouver un peu la place et le sens de tout ça. Ben, c'est super intéressant sur ce qui se passe à Lyon. Là, je vais peut-être travailler sur un projet justement pour la métropole de Lyon, sur l'emplacement des arbres en ville. Et en fait, il y a plein de réseaux souterrains. Si tu veux planter un arbre dans une ville, c'est hyper compliqué. Et pourtant, on a besoin de le faire. Et donc, pour ça, tu utilises beaucoup le numérique, des jeux de données, de la data visualisation, etc. Et en même temps, c'est pour planter des arbres. Donc, c'est voilà, le paradoxe que tu soulignais tout à l'heure. Là, on est en plein dedans, quoi. Merci en Ben, tout cas merci, Naomi. Je sais pas d'avoir s'il bien répondu. y a personne s'il y a des questions, des remarques, des personnes qui veulent se présenter aussi sur leur travail. Ou même à l'écrit, hein, si vous préférez, ça peut se faire aussi. Moi, je voulais te demander sur quel Oui. projet enfin, lequel de tes projets tu as préféré, donc tous ceux que t'as fait, sur lequel tu as préféré travailler, lequel tu as trouvé le plus intéressant, le plus percutant, ou ton top 3 si tu n'arrives pas à choisir. Alors, c'est pas évident, hein, parce que le projet, est-ce que c'est juste réaliser un logo, un livre, un truc comme ça, parce que c'est plus grand. Euh, un des derniers projets, souvent mon projet préféré, c'est le dernier que je viens de sortir, tu vois, c'est souvent ça. Mais, euh, mais un des projets, on va dire qu'il y a eu trois projets qui ont été des pivots dans mon métier de designer, dans mon histoire de designer. Le premier, ça a été le fait de me lancer en projet de diplôme quand j'étais étudiant, qui s'appelait Hacking citoyen, sur comment les citoyens peuvent déjouer les systèmes de surveillance. Et donc, j'ai fait la lumière infrarouge pour éblouir les caméras de surveillance, j'ai fait des outils numériques pour traquer les caméras, pour éviter d'être identifié sur Internet, etc. Donc, j'ai fait tout un ensemble d'outils. Et ça, je me suis dit, en fait, ça parle de hacking, de détournement, et ça, c'est un peu dans mon ADN, si je puis dire, ou dans mon cœur sur ce que j'aime vraiment faire. Et j'ai compris que je pouvais utiliser le design pour faire ce genre de projet. Ça, c'était le premier truc. Le deuxième, après, c'est quand j'ai décidé de mettre cette question du hacking et du design au service de mes engagements. Donc, c'est là où j'ai créé Hacker Citizen, Hacker Protester, etc. Donc, des livres où justement je documente, je rassemble et je présente comment les outils de lutte citoyenne sont réalisés, avec quels moyens, quels dispositifs, dans quel pays, quelle culture. Et ça, j'ai vu qu'il y avait des gens qui se posaient les mêmes questions de moi et je venais rassembler tout ça et donc ça venait pouvoir créer ça créait un pivot, on va dire, dans le design et de me dire, ah ouais, en fait, je peux faire du design l'outil de mes engagements, en fait, ça peut être un vrai outil pour ça. Et puis le troisième dernier truc, c'est le fait que j'ai tout rassemblé sur les éditions HCKR, où j'essaie justement de me dire, je vais pouvoir rassembler tous ces projets d'engagement sous une même entité. Et que ça va pas être mon nom à moi, et que si un jour je suis plus là, bah, il y a plein d'autres qui reprendront le flambeau avec d'autres projets. Donc c'est un peu ces trois trucs-là. Après, il y en a plein d'autres, mais voilà, c'est d'un point de vue professionnel, on va dire que c'est cette articulation-là, quelque part. Hmm. Justine, c'est une question. Est-ce que tu arrives à mesurer l'impact positif de ce que tu fais avec les retours des usagers ou autres? Alors, mesurer l'impact et l'impact positif, ça c'est hyper intéressant. Je me pose tout le temps la question parce que euh, comment on mesure un impact déjà? Est-ce que c'est le nombre de clics, le nombre de ventes, le nombre de vues, le nombre d'emails reçus, le nombre de conférences auxquelles on m'invite pour venir parler du truc? Donc, déjà, mesurer l'impact de ça. Quand on est une entreprise, c'est facile. On dit, voilà, je vends un produit. Si j'en vends 10 000, on va dire que j'ai réussi. Et si j'en vends 100 000, c'est génial. Et si j'en vends 3, j'ai perdu, quoi. Euh, Moi, l'impact dans mes projets, parfois, je fais un projet, il sert qu'à 5 ou 6 personnes de mon village, en fait, et ça peut suffire. Et les gens sont contents et c'est bien. Et parfois, je fais un projet de site internet qui est vu par des milliers de personnes, mais aucun retour. Je ne sais pas si ça leur plaît, si ça leur plaît pas, machin, etc. Je le fais pour un client et tout ça, et ça sort, et voilà, ça sort. Donc c'est très difficile à mesurer. Euh, les retours, moi, que j'arrive à mesurer, entre guillemets, émotionnellement, pas en termes de chiffres, c'est quand je sors un bouquin
Donc je sors un projet et les gens m'envoient un petit mail, un message sur les réseaux sociaux pour me dire: «Ah trop cool, j'ai vu ton projet, c'est chouette, merci quoi». Hem, Quand j'ai sorti, heu, le projet Indextreme, donc ça c'est je vais vous partager là Indextreme. .fr. C'est un projet qui vient répertorier les symboles qui sont réappropriés par l'extrême droite et le fascisme en France. Donc c'est un projet assez politique, là aussi. Euh, Quand vous voyez par exemple un policier ou quelqu'un qui a l'air dans la rue avoir une attitude parfois belliqueuse envers des populations qui ne seraient pas locales selon lui ou selon elle, et qui arborent parfois des patchs, des symboles, des t-shirts, des tatouages, etc. Euh, je- j'ai repéré souvent que ces symboles-là, ils étaient parfois un peu bizarres pour moi, je ne les comprenais pas, donc je commençais à les étudier. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de symboles qui étaient réappropriés par l'extrême droite. Et en fait, euh, j'ai donc rassemblé sous un site internet avec un journaliste, on a travaillé ensemble. Maintenant, on a créé une association, il y a des développeurs, d'autres journalistes, etc., euh, où on répertorie justement ces symboles qui sont réappropriés par l'extrême droite. On les explique aussi, c'est important. Et puis, on essaye aussi de pouvoir les expliquer aux gens le plus clairement possible. Et donc ça, dans l'impact, par exemple, j'ai eu des impacts positifs parce qu'il y a eu des journalistes qui m'ont dit cool, merci, ça fait le boulot. Euh, D'autres impacts voilà, chez les particuliers. Puis j'ai aussi eu des retours ultra négatifs. J'ai eu des coups de fil de gens d'extrême droite qui venaient m'insulter au téléphone, j'ai reçu des emails avec des menaces de mort, des trucs comme ça. Mais pour moi, c'était une manière d'avoir des retours des usagers qui étaient concernés parfois sur ce travail-là. Donc tous les retours, je les écoute le plus possible. J'essaie de les comprendre évidemment et de ne pas les prendre personnellement parce que c'est souvent des retours sur le travail et, et pas sur moi directement. Mais voilà. Après, euh, dans des logiques d'agence, de nombre de vues, de trafic, de visibilité, de publicité, moi je suis pas du tout là-dedans. Donc forcément, quand on est dans les agences classiques, en fait, c'est le nombre de vues, le nombre de ventes, le nombre de clics, etc. Moi, je mets pas de stats sur mes sites. C'est hyper rare et je suis même pas au courant de qui va voir quoi. Donc vraiment, ça se fait au compte-gouttes et quelque part, je préfère ça parce que à l'époque où j'avais mon blog et c'était un peu l'effervescence des blogs, c'était avant les réseaux sociaux qui étaient en plein essor. euh, on avait tout le temps le nez sur combien j'ai de visiteurs par jour, par mois, machin. Et en fait, c'était la course un peu à essayer d'avoir le plus de visiteurs possible. Et en fait, ça sert à rien. Donc au bout d'un moment, je me dis, si je fais un projet qui est vu et qui est utilisé et qui rend content 5 personnes, c'est super, quoi. Ça peut me suffire. Voilà, Justine, j'espère que ça répond aussi à la question. J'ai encore une petite question, du coup, je rebondis. Ouais, carrément, quoi. Étant donné que là, tu parlais pas mal d'éléments un peu, enfin, de projets politiques. Mhm. Justement, comment est-ce que tu différencies du coup on parle souvent, enfin, moi je me rappelle dans les études, mes profs me disaient souvent, il faut faire la distinction entre tes projets de designer et toi-même. Mais du coup, à partir du moment où on touche la limite de l'engagement et un peu d'une forme d'éthique, comment est-ce que toi tu traites justement, enfin, est-ce que tu divises forcément tes projets de toi-même et de ton positionnement, ou alors tu le prends vraiment comme un tout? Mais du coup, je me dis que les risques, c'est que justement, quand on te fait des remarques ou ben, sur ton travail, et ben, ce soit des remarques un peu sur toi et ta posture. Ouais, Moi, c'est j'allais super. poser les questions de peur de rentabilité ou de peur de devoir de rester net effectivement dans le travail de designer pour se dissocier un peu de son engagement dans les causes sociales. Donc ça rejoint un peu, Ouais, je je pense, la comprends. question de Bah, Naomi. pour vous deux, justement, sur ce lien entre euh, dissocier son travail ou pas, et puis le lien entre les causes sociales et les projets professionnels. Euh, j'ai il y a plusieurs trucs. Moi, j'ai jamais dissocié mon travail de moi-même, parce que c'est pour ça que je suis freelance aussi. Je représente rien d'autre que mes mains et mon travail, de ce que je suis capable de faire. Euh, et donc, euh, je, je pense tout le temps mes projets de design dans ma tête au quotidien, ce qui ne m'empêche pas de penser à ma famille, à mes amis, à mes proches. Voilà. Euh, j'ai ce twist dans le cerveau en me disant au quotidien, tiens, ça n'existe pas, ce truc. Et je me dis, tiens, ça n'existe pas, je vais le faire. Euh, ou alors, tiens, je veux préparer un projet et je me mets en mode designer et je réfléchis ce projet pour l'élaborer et le réaliser. Et donc, j'aborde un peu l'entièreté de ma vie comme ça, que ce soit sur l'organisation de mon quotidien, sur la manière dont je peux m'alimenter ou lire des bouquins, etc. Enfin, j'ai vraiment une approche qui mélange le professionnel et le personnel. Pour moi, c'est vraiment les deux. Et
Et le design, pour moi, ça ne s'arrête pas à 18 h quand je ferme l'ordi, mais c'est plutôt tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même si je m'intéresse pas trop à l'univers du design. Je sais pas c'est quoi les derniers projets qui sont sortis, je connais pas le dernier étape graphique qui est sorti. Enfin, je regarde pas tout ça parce que ça m'intéresse pas trop. Par contre, je regarde plus tout ce qui est géopolitique, stratégie. Là, en ce moment, je suis à fond sur les techniques de drones qui sont utilisées dans l'armée. Enfin, voilà, plein de sujets qui m'intéressent. Et donc, je dissocie pas ça du tout. Euh, et j'ai aussi eu la chance d'être prof assez tôt. Et très vite, j'ai compris qu'en fait, quand on fait une critique sur un projet à un étudiant, on critique son projet, on ne critique pas l'étudiant. Et ça, les étudiants, ils ont du mal au début à le comprendre, parce qu'on dit, voilà, ton travail, il est intéressant, mais tu pourrais l'améliorer comme ça, ou alors, ça, c'est vraiment pas bon, il faut que tu le retravailles. En fait, on parle du projet. L'étudiant, si l'étudiant, on ne touche pas à son intégrité, il reste qui est, ça n'enlève rien du tout à sa valeur. Et ça, il faut arriver à le faire passer, à le faire comprendre, il faut de la tendresse aussi quand on parle aux étudiants pour être humble et pour les accompagner, parce que c'est dur. Moi-même, étudiant, je me souviens, quand un prof nous faisait remarque, des fois, on était moralement cassé, c'était hyper dur. Et donc, j'ai toujours gardé ça en tête pour faire très attention. Euh, et donc, ce que je fais, c'est que quand on critique mon travail, pas de problème. Pour moi, c'est une manière de m'améliorer. Je suis trop content quand on me dit, bah, ça c'est pourri, fais ça mieux, la prochaine fois tu feras comme ci, comme ça, très bien. Si on me critique ma personne en me disant que je suis bête, que je devrais pas faire ce que je fais, que je devrais pas exister, bon, en fait, la personne souvent ne me connaît pas, donc ça ne me touche pas vraiment, en fait, parce que voilà, c'est comme quand on est derrière sa télé et qu'on va dire à son présentateur télé qu'il est nul, voilà, il ne nous entendra jamais, il s'en fiche, quoi. Donc, euh, donc voilà, j'essaie de dissocier les deux. Euh, Par le passé, j'ai eu des difficultés malgré tout quand il y avait la Ligue du LOL ou des gens de troll sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, et des graphistes français, hein, je ne citerai pas leur nom pour pas leur faire hommage, mais qui, dès que je sortais un truc, ils venaient se moquer, critiquer, etc. Je vivais mal, j'avais peur de sortir de nouveaux projets et c'était douloureux. Euh, j'ai fait du travail sur moi, je les ai ignorés, je leur ai répondu. En plus, c'est des gens que j'avais parfois jamais rencontrés, qui ne me connaissaient pas. Et au final, maintenant, ça ne me touche plus, et ça m'est complètement égal. Et en fait, je fais mes projets, j'avance. Donc, c'est un parcours, c'est jamais tout gagné, mais voilà. Et le fait de ne pas dissocier qui on est, ses valeurs et son travail, euh, c'est un double tranchant. Pour répondre à ta question, c'est un tranchant où il y a des gens qui ne vont pas vouloir travailler avec vous parce qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs, où ils vont dire, bah voilà, lui, il est engagé politiquement, il a fait des trucs pour le Front populaire, moi je suis plutôt pro-Macron, donc je ne vais pas bosser avec lui parce qu'on n'a pas les mêmes idéaux politiques. Ok, très bien, bon bah voilà. D'un autre côté, les gens disent, ah mais trop bien, il a fait des trucs pour ce que j'aime bien, donc je vais aller m'engager avec ces personnes parce qu'elles me parlent, quoi. Donc c'est un peu les deux, ça vient polariser un petit peu. Ça vient aussi me positionner parce que je préfère me regarder droit dans le miroir et me dire, voilà, j'essaie d'utiliser le design et mes outils pour faire des projets qui me parlent, qui peuvent faire avancer les problèmes que j'estime être des problèmes. Et puis voilà, et puis s'il y a des gens qui veulent m'embaucher pour faire ça, bah, c'est encore mieux, tant mieux, et c'est chouette, quoi. Euh, et donc c'est voilà, ça double tranchant. Forcément, c'est un pari risqué parce que si demain vous prenez une position qui est à l'inverse de toute la majeure partie des clients du design, vous allez vous fermer des portes. J'ai un ami, un designer, qui discute, qui connaît beaucoup toutes les agences de design en ce moment en France. C'est très compliqué, ça va mal d'un point de vue financier, etc. Mais il m'a dit, en gros, ceux qui s'en sortent, ils bossent grosso modo pour LVMH et les filières de LVMH, des boîtes de luxe, etc. Pour la plupart, c'est les agences qui arrivent à survivre. Sinon, beaucoup mettent la clé sous la porte et les freelances, pareil. Donc, je touche du bois, moi, pour l'instant, j'essaie de m'en sortir. Mais, euh, mais c'est vrai que ça questionne aussi beaucoup sur, voilà, est-ce que quand on vient dire qu'on pense d'une telle manière, on se ferme des portes ou pas, quoi. Je sais pas si ça répond à la question. Il y a Alexandre qui lève la main, je crois. Bonjour Geoffrey. Je pense que tu te rappelles peut-être de moi, on s'était rencontrés il y a 3 ans à la Cité des Halles. Ton parcours m'avait super impressionné et en fait, je Oui, trouvais oui. on se ressemblait un petit peu dans, tu sais, ce que tu as fait, cette présentation un peu systémique de tes domaines d'intérêt, qui sont nombreux et variés. Alors moi, ma question, c'est dans le contexte du débat de ce jour, le design doit-il inclure la communication de son engagement? Globalement, je ne sais pas si tu partages mon opinion, mais actuellement, beaucoup d'entreprises fonctionnent avec des indicateurs, veulent absolument communiquer leur engagement comme si vraiment il fallait se dédouaner de quelque chose. Moi, je me dis, est-ce qu'un design peut être, agir en espion, peut agir de manière complètement invisible, avec pourtant une volonté de fort impact?
Nous, les designers, on est souvent très tentés d'un côté de travailler sur des sujets. Par exemple, tu parlais d'un site internet qui peut diffuser à des millions et toucher le cœur des gens, changer réellement les mentalités. Et puis d'un côté, on est quand même artisan, donc on est des fois tenté aussi par des solutions sur lesquelles voilà, on a un côté concret, en rapport avec la matière, avec l'usage. Voilà, je voulais avoir un peu ton avis sur la posture du designer et notamment toujours un petit peu, peut-être de mon côté, ce ras-le-bol de toujours voir des entreprises gérer leur compte à coup d'indicateurs, de forcément communiquer des aspects qu'on appelait greenwashing à une époque, mais qui aujourd'hui, voilà, on sait très bien que même LVMH va communiquer que ces sacs seront éco-conçus, qu'ils respecteront, qu'on utilisera. Mais est-ce que c'est ça qui fait que ça sauvera notre planète? Je ne sais pas. C'est une super question, merci Alexandre. Je me rappelle, c'était il y a 3 ou 4 ans, je crois, Oui, à oui, Lyon, en exact. extérieur, il me semble. Hmm. Et bah, très content que tu sois là. Merci pour ta question. En plus, c'est une question que je ne m'étais jamais vraiment posée, mais qui m'amène à me faire dire, il y a en effet euh, les designers dans le graphisme notamment, ils ont un métier qui est la communication. Donc la communication, on a envie de communiquer, de montrer, de Hmm. présenter des manières de faire qui sont intéressantes. Euh, et donc parfois, le designer qui va venir faire des projets, il a envie de communiquer sur ses projets pour déjà, parce qu'il aime bien, il se dit, ah, j'ai fait un beau projet, je vais communiquer dessus, et ensuite aussi pour attirer des nouveaux clients, attirer, etc., des nouveaux commanditaires, etc. Ce que font aujourd'hui les agences qui vont employer des graphistes ou des communicants, comme parfois on les appelle, pour montrer et mettre en avant des indicateurs, comme tu dis, des KPI, des indicateurs clés de performance, comme on dit en français. Euh, Parfois, c'est pour dire, regardez, on a fait cet effort, admirez-nous, applaudissez-nous, et c'est la même mécanique, c'est-à-dire, c'est pour attirer de nouveaux clients en disant, tiens, ils n'ont pas fait un nouveau logo, ils n'ont pas fait un nouveau site, mais ils nous ont montré leur rapport comme quoi ils sont très bons sur leur bilan carbone, j'en sais rien. Donc, on va acheter leurs produits. Finalement, c'est du marketing. Globalement, hein, c'est juste une utilisation marketing de leur communication. Euh, Par ailleurs, je pense que aujourd'hui, les projets peuvent en théorie aussi parler parfois un peu d'eux-mêmes. C'est-à-dire, voilà, moi, il y a des projets que j'ai faits dont j'ai jamais signé, dont j'ai jamais parlé, qui sont des projets engagés, et j'en parlerai jamais. Et voilà, ils sont là, ils sont faits pour exister. Voilà, ils sont anonymes et c'est tant mieux. Et puis il y a des projets sur lesquels j'ai envie de communiquer pour montrer aussi que voilà, c'est possible de faire de cette manière, c'est possible de faire autrement, etc. Puis j'ai juste envie que les gens aussi parfois connaissent les projets. Donc à la manière dont certaines structures qu'on pourrait critiquer euh, surcommuniquent avant même d'avoir fait quoi que ce soit parfois, en disant on va lancer un grand projet. Là, je voyais sur Télérama, il y a Rachida Dati qui va financer des projets sur designer la forêt, la campagne, je ne sais pas quoi, comment on va l'appeler ça, design des mondes forestiers. En ce moment, ils font design des mondes ruraux, etc. C'est beaucoup de communication, c'est beaucoup de financement, c'est beaucoup de politique, etc. Derrière, globalement, il n'y a rien, voilà, très peu. Et, Et donc, hmm. c'est surtout l'objectif étant de communiquer pour parfois pas grand-chose. Donc ça, je me Et tu as méfie un compris peu de que ça. cette communication est impactante du point de vue carbone. Et parfois, on est dans des cercles vicieux et non pas vertueux. C'est-à-dire, une ville comme Paris va communiquer sur des choses, ça va lui coûter, bah, regarde les JO, mais bon, les JO, c'est pas un événement vertueusement écologique, c'est un événement qui magnifie le sport et la santé humaine, peut-être. Mais voilà, c'est un petit peu ma critique de souvent on pense avant tout à communiquer avant de penser l'impact et on peut se perdre dans cette finalité de la communication, de l'engagement. Voilà, comme s'il Bien fallait sûr. se justifier en priorité. Ouais. Et je pense que la communication, ça peut venir après. D'abord le Mhm. projet, l'objectif c'est Voilà. le projet, et l'objectif secondaire, éventuellement, c'est on communique. Mais si l'objectif prioritaire, c'est communiquer, c'est du marketing. C'est-à-dire, voilà, on va juste communiquer et on fait rien derrière. Donc voilà. Je crois qu'il y a Victor aussi qui veut réagir. Je ne sais pas si c'est sur ce sujet-là ou sur un autre, mais Alexandre, n'hésite pas, on parle avec grand plaisir. Ouais, salut, je sais pas si vous m'entendez. Allô, c'est bon? Ouais, on t'entend bien. Oui, Ouais, et moi toi? j'avais une question On t'entend pour savoir comment tu présentes ton métier surtout. Pour ceux qui connaissent bien. pas le design, parce que je pense que tu as dû le voir dans différentes facettes enfin, de ton métier. Il y a des gens qui connaissent pas du tout le design, qui te raccrochent forcément au côté mercantile.
au côté industriel et au côté un peu fashion aussi. Alors que du coup, toi, ce que tu fais, c'est assez poétisé, c'est assez engagé, et c'est assez déconstruit de cet univers-là. Et c'est un truc qu'on a aussi beaucoup de mal, parce que moi, je suis designer de services publics en intégré, qu'on a beaucoup de mal aussi à faire valoir un peu ces nouveaux métiers, même si c'est des trucs très récents. Toi, comment t'en parles, ça m'intéresse. Alors, j'essaie de bien comprendre ta question, c'est comment je parle de quoi exactement? De ma manière de présenter mon métier, c'est ça? Ouais, enfin, comment tu présentes ton métier, surtout. À des gens non designers. En tant que designer, du coup. Ouais. En général, en général, quand je me présente, c'est toujours contextuel. Là, je sais que devant moi, il y avait potentiellement des designers, donc voilà, je ne suis pas allé dans les explications de. Je fais pas des chaises et des tables, mais je fais d'autres formes de design. Je ne suis pas rentré dans ce détail-là. Euh, Quand je parle de mes projets, par exemple, à ma famille, je leur présente de manière beaucoup plus concrète. C'est-à-dire, je leur mets dans les mains le livre, je leur montre sous les yeux l'affiche, je leur mets dans les mains l'application ou le site ou quoi que ce soit. Comme ça, tout de suite, ils peuvent voir et c'est très concret, c'est très tangible. Sinon, ça peut devenir très abstrait. Et puis après, quand je parle aussi à du grand public, donc des fois, je fais des interventions, conférences devant des étudiants qui ne sont pas encore en études supérieures, donc c'est des lycéens parfois. Parfois, je fais des interventions aussi devant des développeurs ou devant des. J'ai fait des interventions devant l'équipe légale de chez Ubisoft, par exemple, où voilà, ils parlent plutôt comptabilité et puis jurisprudence et voilà. J'essaie toujours de présenter mon approche comme une approche où le designer, c'est quelqu'un qui ne sait pas, qui va apprendre et qui va essayer d'apprendre les enjeux pour pouvoir ensuite les restituer sous la forme d'un projet. Et ce projet, c'est une proposition. C'est là où le design peut rejoindre l'art aussi parfois. C'est-à-dire qu'en fait, je vais proposer quelque chose, et s'il y avait 100 designers qui proposaient quelque chose, ce serait 100 projets différents. Et c'est ça qui est beau aussi dans le design, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir une objectivité totale, mais on a le droit d'avoir une subjectivité dans ces projets designers, avec sa vision, son regard, son background, son histoire. Il y a une manière aujourd'hui dont le design parfois est scientifisé, avec l'ergonomie, avec les UX, etc. On a l'impression que le design doit aller dans un seul sens et que, suivant des modèles et des chiffres et des patterns et des réglementations, etc., la meilleure forme, c'est celle-ci. Et en fait, pour moi, je pense faut quand même accepter qu'il y ait des formes variantes et variables. Euh, et donc, voilà, pour ma manière de présenter ça, j'essaie vraiment toujours de montrer du concret, de raconter beaucoup d'anecdotes aussi sur mon métier, sur mon travail, sur des exemples. Là où je vous ai montré aucun projet design, je vous ai montré des photos de nature, d'animaux, voilà. Et après, si vous voulez voir des projets design, on peut en regarder, je vais vous montrer, vous irez chercher sur Internet. Mais, euh, mais je pense que c'est beaucoup plus important parfois de parler du contexte, des gens pour qui on fait les choses aussi. Quand je présente aussi, je sais pas, des projets pour les personnes réfugiées, je vais montrer les ateliers qu'on a fait avec. Quand je fais des projets sur les droits des femmes, je raconte l'histoire de cette association dans laquelle je suis allé, dans laquelle les femmes, je les ai rencontrées, j'ai pu discuter avec elles, les anecdotes qu'elles m'ont dites, etc. C'est vraiment tout ce qu'il y a autour et toute la partie humaine et sociale qui prime, on va dire, sur le projet. Sinon, tout de suite, on va rentrer dans des considérations très techniques sur, voilà, j'ai fait ça sur Figma, sur Illustrator, sur Photoshop, avec tel type de calque, machin. Et en fait, on va perdre tout le monde. Donc voilà, j'essaie vraiment de le raconter comme un peu une histoire plus sensible, plus émotionnelle, et, euh, et aussi en proposant aux gens de, de se mettre à la place des utilisateurs ou se mettre à la place euh, des designers en disant voilà, on a tous des problématiques et des problèmes et on essaye tous de les résoudre. Si j'avais été boulanger, bah, j'aurais résolu les problèmes en étant boulanger, et si j'avais été garagiste, j'aurais résolu mes problèmes en étant garagiste. Et j'aurais fait peut-être de la mécanique moto ou auto l'outil de mes engagements. Et là, j'ai le design dans mes mains, donc je fais ça avec le design. Mais si j'avais fait un autre métier, peut-être que j'aurais agi de la même manière, mais avec d'autres compétences. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond un peu à ta question, Victor, mais c'est vrai que j'essaie vraiment d'avoir ça. Je parle jamais de prix de design, de prix dans le sens des reconnaissances de labels, de machin, etc. Je parle jamais de euh, nombre de ventes de mes livres ou le nombre de vues de mes sites, machin. Je ne rentre pas là-dedans parce que justement les autres le font. Et, euh, et donc, moi, j'ai pas envie de faire ça de la même manière parce que j'essaie d'avoir une approche en tout cas différente. Je sais pas si ça répond à ta question, Victor.
J'ai une question plutôt pour les participants à la visio. Est-ce que vous avez déjà utilisé le design pour aborder un enjeu social ou est-ce que vous avez des projets ou des designers qui vous ont marqué en ce sens-là et voilà, lesquels et pourquoi ça vous a marqué? Qu'est-ce qui fait pour vous un projet qui est engagé? Hmm. Et est-ce que vous avez des exemples à partager? C'est une bonne question. Tu peux parler de toi, si tu as une expérience à présenter, je sais pas, pour amorcer la réponse. Non, bah moi j'ai juste eu effectivement à un moment la problématique dans mon ancien métier. D'ailleurs, c'est pour ça que maintenant je travaille dans le milieu associatif, mais c'est vrai que j'étais designeuse mode et développeuse produit pour une marque de lingerie menstruelle. Donc pour un projet que je trouvais tout à fait pertinent, parce que voilà, en plus à l'époque où j'ai commencé, c'était quelque chose d'assez nouveau et qui était moins répandu que maintenant. Donc, je trouvais l'idée très bien. Et au final, je me suis retrouvée bloquée par rapport au fait que ça reste quand même du produit neuf et que ça reste quand même des produits en plus en matière pas forcément hyper écologique, hyper responsable. Et à un moment, ça a été voilà, des points bloquants parce que pour moi, c'était pas assez. Ça correspondait pas assez à mes valeurs, quoi, qui sont plus que ça. Et donc, je me suis dit, OK, le produit neuf, c'est pas pour moi. Donc, la mode, c'est pas pour moi, à part éventuellement peut-être me tourner un jour vers de l'upcycling ou je sais pas comment en fait ça pourrait correspondre aux valeurs actuelles, mais c'est pour ça que j'ai arrêté la mode et que je me suis tournée vers Designer Plus, l'associatif, en restant dans le milieu du design, quoi. Ouais. Moi, j'ai l'impression que la question l'éco-conception tournée sur le numérique ou le papier, ça va encore, mais sur le produit, ça m'a l'air tellement compliqué. Moi, je fais pas d'objet, donc Mm, j'ai pas vraiment ces consciences-là. Mais tout à coup, quand on fait du produit industriel, est-ce que c'est possible ou est-ce qu'il faut arriver sur des petites productions un peu artisanales et tout? C'est un gros casse-tête, j'ai l'impression. mm. Et, Ouais, c'est ça, il y a Christine qui enfin, répond. ils ont. Ah oui, Vas-y, pardon. vas-y. Non, c'était juste pour conclure en disant que effectivement au tout début de la marque, quand c'était encore en toute petite série, ça marchait bien avec des fins de rouleau. C'était une production made in France, etc. Puis après, en fait, ils se sont vite retrouvés confrontés au marché réel et en fait, les gens trouvaient ça bien trop cher. Donc après, ils sont partis produire au Portugal. Puis du Portugal, c'était encore trop cher, donc ils sont partis en Tunisie. Voilà, les fins de rouleau, vu qu'il y avait des plus grosses commandes, c'était pas exactement les mêmes couleurs, donc ça correspond. Enfin, les clientes, c'est plus ce qu'elles voulaient non plus. Donc là, on s'est mis à commander des rouleaux entiers produits spécialement pour cette lingerie menstruelle. Donc voilà, en fait, il y a tout qui dégénère un peu avec, en tout cas, une production plus grosse, j'ai l'impression. Ouais, ouais, je comprends. Il y a Moi, Justine j'ai qui dit un qu'elle peu travaille surtout avec des la associations même qui font vraiment appel à des... un espèce de parcours. Ah, pardon, j'entendais plus. Pardon, je sais pas si j'ai coupé la parole à Non, il n'y a pas quelqu'un. de souci, je dis Non, c'est. Justine disait que surtout avec des designers dans des associations, qui font rarement appel à des designers dans des associations. Et, euh, et ça, c'est un truc, souvent, moi j'ai des étudiants ou des jeunes professionnels qui veulent travailler avec des ONG, des associations, qui n'ont pas forcément la culture de faire appel à des designers, qui n'ont pas forcément parfois l'argent même de faire appel à des designers. Et, euh, et malgré tout, il faut y aller, et il faut y aller en leur expliquant, en inventant des méthodologies, en travaillant avec eux, en expliquant comment faire, en essayant de leur faire débloquer des budgets. Parce que souvent, après, je vois pas mal de jeunes designers qui s'usent à travailler avec des associations qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de méthodo, et parfois ça part complètement en vrille et ils sont très déçus de leur collaboration avec des associations. Donc, je pense qu'il faut vraiment mettre en place des processus de travail carrés avec les assos pour justement créer des bonnes cohésions, quoi. Donc ça, je voulais juste rebondir par rapport à Justine, ce qu'elle disait. Oui, du coup, je peux rebondir par rapport à ce que tu disais, Eva, où j'ai eu une expérience un peu similaire où à la base, je m'orientais plus vers de la scénographie, notamment de spectacles, du coup dans le design d'espace. Et juste à travers 2 stages en atelier, je me suis rendu compte qu'en fait, se poser des questions pareilles de traçabilité de matériaux et de réutilisation de décors dans la scénographie, c'est hyper complexe, voire impossible si on n'a pas énormément d'argent. Et souvent dans la scénographie de spectacle, on n'a pas assez d'argent. Et du coup, c'est un peu cette raison-là qui m'a fait me poser pas mal de questions et du coup me tourner vers du service
où justement là, même si je rencontre d'autres contraintes, ben, je trouve beaucoup plus de sens à faire quelque chose qui a directement des résultats visibles auprès des gens qui en ont besoin. Et voilà. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui partagent ça, mais enfin, moi, c'est un peu le sens que je donne à mon métier de designer du coup. Mm. Juste une petite intervention. Parfois, j'essaie d'oublier que je suis un designer parce que le design, c'est tellement polymorphe, polyvalent que on en finit en tant que designer après des années d'expérience à se dire que on le mobilise tout et n'importe quand. Avec mon association engagée, puisqu'on parle d'engagement sur l'alimentation, la biodiversité alimentaire, je me sens designer tout le temps dans mon approche. Je me sens pas très différent de mon milieu dit professionnel. Quand je travaille au Cambodge et quand je rencontre les fermiers, ah, désolé, quand je rencontre des producteurs, je me dis que quelque part, je fais aussi du human-centric design parce que indirectement, bah, je dois être dans leur peau, je dois être fait d'empathie, de compréhension. Et si je veux infléchir un changement dans une forme d'agroécologie chez eux, je dois comprendre qu'eux, ils ont des réflexes de survie qui font que s'ils ont employé pendant 10 ans des fertilisants et si c'est naturel, c'est bien, mais quand c'est artificiel, on ne peut pas leur demander comme ça d'un coup de pouce de tout changer. Donc, il y a des stratégies, il y a surtout ce que disait Eva, je pense, c'était, ou je ne sais pas si c'est Eva, bah, l'enrichissement humain. C'est-à-dire que c'est un travail de va-et-vient constant entre des gens dont on sait qu'il faut consacrer du temps pour réussir à le succès d'une mission, le succès d'un projet, design ou pas, c'est quand même cet engagement, on doit l'exprimer au quotidien par le fait de dire, sous-entendu aux personnes, attends, je ne vais pas te laisser tomber là, je t'apporte pas une solution que je vais te facturer, non, je t'accompagne. Donc là, il y a vraiment l'idée du temps long qui me semble important. Je... Vous m'entendez? Oui, 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 on t'a entendu. Ah, d'accord, je suis désolé, d'un coup, le son est parti, alors voilà. Là, je pense que si, quelqu'un attendait de rebondir. Oui. si on t'entendait, la question du temps long, elle est, dans le design, elle est importante, par exemple, sur les questions environnementales à nouveau, hein, mais aussi sur les questions politiques, euh, qui sont, qui sont liées évidemment, mais voilà, est-ce qu'il faut faire, par exemple, espace public, est-ce qu'on fait un banc en bois ou en béton ou en bambou ou en carton? Voilà, si c'est un banc qui doit rester toute la vie, on va peut-être le faire en béton. Si c'est un banc pour un événement temporaire, on va peut-être le faire en carton, recyclable, etc. Et exemple un peu caricatural, mais il faut toujours pouvoir penser l'impact de ce qu'on fait. Quand on fait un site internet pour un événement, il faut peut-être pouvoir considérer que une fois passé l'événement, le site va disparaître. Et si on fait un site internet pour la postérité, genre Wikipédia, etc., il faut pouvoir le penser euh, utilisable sur un temps très long. Donc, au final, moi, de ce que j'en constate aussi sur les temporalités, c'est que nous, designers, on a une temporalité, la société en a une, les gens ont aussi la leur, leurs clients, les clients ont aussi parfois des temporalités différentes. Donc tout ça, en fait, il faut arriver à les mettre dans euh, dans des rapports d'échelle euh, et, euh, et qui parfois sont très étrangers, en fait. Moi, quand je fais un projet, quand je sors un livre, j'essaie de travailler au maximum un an sur un livre. Quand j'ai des clients qui me disent qu'il faut un projet pour dans 2 semaines, ça me va aussi. Et puis parfois, j'ai des projets d'enseignement qui vont durer plus d'un an et j'ai l'impression que ça dure une éternité. Donc c'est quand même assez relatif et je pense qu'il faut quand même viser le temps long pour éviter déjà soi-même de s'épuiser et de se cramer en tant que designer et en tant que professionnel. Et puis aussi de faire les choses bien, de prendre le temps de faire les choses correctement, parce que des fois on essaie de griller des étapes et quand on grille les étapes, la qualité elle s'en ressent ou alors on prend des chemins de traverse qui sont parfois pas très bons. Donc ouais, moi j'ai l'impression, c'est mon comptable quand j'ai créé ma première boîte il y a très longtemps, il m'a dit qu'il fallait faire ça enfin, fallait, pour gérer une activité de designer sur un temps long, il fallait faire, il m'a dit, hein, je cite, comme un bon père de famille. Donc en gros, en mode pépère, responsable, on prend pas trop de risques, etc., etc. Bon, c'était un cliché qu'il m'avait dit là, mais l'image au travers de ça, c'est de se dire,
voilà, on fait les choses doucement mais sûrement, on fait pas les fous dans tous les sens et comme ça on avance doucement mais sûrement. Est-ce qu'il y a d'autres questionnements sur, voilà, sur les questions d'engagement, de design? Est-ce que le design doit forcément être engagé ou pas d'ailleurs? Est-ce qu'il y a du design qui n'est pas engagé? Ça existe? Euh, Oui, est-ce qu'il y a des gens N'hésitez pas, hein. qui répondraient non à cette question, justement? On voudrait bien des avis en ce sens-là. Juste une remarque sur le temps long et l'engagement. À une époque, on parlait de designer intégré en entreprise. J'ai un ami qui est depuis 15 ans dans une société. 15 ans, c'est énorme, c'est long. Alors, c'est un temps, j'allais dire que le temps de l'engagement est un temps long, mais ce qu'on voit, nous, des modes de contractualisation aujourd'hui, surtout en tant qu'indépendant, c'est bah, l'entreprise a un besoin immédiat, et même si ce besoin peut être éco-conçu, peut-être à fort impact médiatique, elle voudra un travail très rapide. Donc, on se met dans une situation où c'est très dur à la fois d'élaborer une vision systémique qui prend du temps, c'est-à-dire d'installer le produit. Parfois, on est un peu peut-être considéré comme des sous-traitants d'une volonté qui a déjà été prémâchée. Alors, c'est un petit peu frustrant de dire ça. Un designer dont on dit, bon, bah voilà, dans les années 80, combien de fois c'était tu vas me faire un beau produit, tu vas me réduire les coûts, tu vas me faire ceci. Donc, on se sent vraiment agir en aval d'un processus qui devient un temps court parce que les délais sont courts pour atteindre ça. Le temps long, c'est le processus inverse. C'est parfois aller voir l'entreprise, lui dire, écoutez, là, on pourrait faire un travail vraiment vertueux, mais il va falloir consacrer du temps, il va falloir que je reste avec vous pour le suivi que ce soit des gammes de produits, que ce soit une identité. Enfin, voilà, une stratégie, c'est vraiment, ça a besoin d'être élaboré sur du temps long, à mon avis. Donc, voilà, je mettrai souvent cette dualité temps court, temps long, euh, ce qui fait qu'on est un peu déstabilisé dans nos métiers. Et en parlant de déstabilisation, moi je veux bien votre retour. Alors je ne sais pas qui est en freelance, qui est en agence, qui a sa propre boîte et tout ça, sur justement euh, les retours sur l'activité économique du design en France en ce moment. Je ne sais pas chez Designer Plus si vous avez des échos là-dessus de vos membres, mais toutes les semaines, je reçois un message perso sur Twitter, sur Mastodon, par email, etc., en commentaire de mon blog, peu importe, sur des gens qui sont designers parfois depuis 10-15 ans, ou parfois même des étudiants qui ont été diplômés, qui ont fait un peu d'alternance et qui se retrouvent après sans job euh, et qui postulent à des offres d'emploi. Et pour chaque offre d'emploi en design, il y a 150 CV qui sont postulés. Et, euh, et donc, au final, il y a des gens bradent les prix. Donc, ils font des logos à 50 euros, ils font des sites web à 300 euros, etc. Et donc, ça devient monnaie courante. Donc, les agences, euh, elles font, d'autres manières elles travaillent d'autres manières de se structurer. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un effondrement des financements dans la culture, dans la communication aussi un peu, et aussi dans le social, là où les designers aiment bien parfois travailler, hein, mais voilà. Euh, et donc, j'ai des camarades à moi qui ferment boutique, alors qui me disent, voilà, est-ce que c'est à cause des intelligences artificielles qui sont capables de faire des images? Est-ce que c'est à cause de la mondialisation, où on est en concurrence avec des gens pour qui le SMIC, c'est 40 fois moins que nous? Est-ce que c'est la faute aussi à l'alternance, où en fait les entreprises maintenant elles ne travaillent plus qu'avec des alternants, elles prennent pendant 1 an ou 2 ans un alternant, une fois qu'ils l'ont formé, bah, ils s'en débarrassent et ils reprennent encore pendant 1 an, 2 ans un alternant, etc. Euh, Est-ce que c'est juste la conjoncture, la crise économique, la guerre en Ukraine, le post-Covid? J'en sais rien. Mais en tout cas, je le constate moi sur beaucoup, beaucoup de témoignages que j'ai autour de moi. Et malgré tout, le design, voilà, on fait du design d'espace éphémère, on fait du design, euh, voilà, on fait du design de coup de cœur, on fait du design avec notre émotion. Donc on a envie de continuer ce métier-là. C'est pas un métier où on fait ça parce qu'on ne savait pas quoi faire d'autre. C'est un métier dans lequel on fait ça parce qu'on a un intérêt aussi émotionnel. Donc, est-ce que si le fait que de plus en plus de monde veut faire du design, euh, ça c'est aussi une question. Aujourd'hui en France, il y a plusieurs milliers d'étudiants designers qui sortent d'école tous les ans. Donc tous les ans sur le marché, vous avez des fournées de 2000, 3000, 4000 designers dans les différents domaines qui sortent. Donc
tout à coup, vous vous retrouvez en concurrence avec 3000 personnes tous les ans en plus. C'est un peu sport, quoi. Donc, et même en freelance, il faut ramer un peu, comme tu dis. Et voilà, je veux bien votre retour là-dessus, votre regard sur ça. Alors juste une info, à Saint-Étienne, il y a un observatoire du design. Et ils ont sorti là justement le 26 septembre, c'était le soir de la nuit du design de Saint-Étienne. On a fait justement une conférence où Saint-Étienne Métropole est venue présenter les données qu'elles ont pu récolter pendant cet observatoire. Du coup, pour l'instant, Naomi, peut-être que tu en sais plus que moi, mais je ne sais pas si elles ont été encore publiées publiquement. En tout cas, elles ont été déjà présentées, donc je pense que ça devrait sortir prochainement. Donc ça peut déjà être un peu une base. Après, c'est plus sur le design en entreprise. Du coup, c'est un peu plus les chiffres. Ils ont appelé des centaines, voire des milliers, je sais plus, d'entreprises sur le territoire stéphanois pour justement leur poser ces questions de design. Donc, ça répond pas du tout à toutes les questions que tu viens de soulever, mais c'est déjà une première base de données là-dessus. En effet, c'est pas encore publié. Néanmoins, de tête, le chiffre qui ressort le plus, c'est qu'il y a une énorme concentration de graphistes, notamment sur le territoire stéphanois. Après, moi, je poserais peut-être pas une vigilance, mais une espèce de question justement sur cet observatoire et on va dire, la manière dont sont classés notamment les domaines du design. C'est classé en graphiste, espace. Il me semble pas qu'il y a service, il y a design d'interaction, design d'emballage, design textile. Et je trouve que c'est peut-être des catégories aussi à remettre en question si on veut se positionner avec des indicateurs, parce que maintenant, il y a énormément de pratiques. Je ne sais pas si les autres sont d'accord, mais les pratiques se croisent. Et en fait, je trouve que maintenant, beaucoup plus de designers abordent le design de manière à ce qu'on puisse solliciter des compétences en espace, des compétences en objet, des compétences en produit, des compétences en graphisme, si, il y a, si besoin il y a en fait. En fonction de la manière dont on va répondre aux problèmes, on utilise différents outils en fait, du designer qui sont toutes ces catégories-là. Donc, en effet, l'observatoire, il est intéressant pour se positionner et notamment même savoir sur les designers indépendants combien il y en a qui travaillent avec des clients du territoire, avec des clients de la région, du pays, voire de l'étranger. Et ça permet de zoner un peu. Mais je me dis, il y a peut-être voilà, une évolution aussi à imaginer sur cet outil de lecture. Mm. C'est la PCI aussi essaie de répertorier des trucs. Il y a Designer Interactif aussi, l'association qui essaie de répertorier aussi. Je serais très curieux de voir ce que l'Observatoire du design de Saint-Étienne sort. C'est hyper intéressant. Et voilà, quand ça sortira. Et c'est vrai que sur les freelances, il y a très peu de retours parce que c'est compliqué de récupérer des infos chez des freelances vu que c'est très disséminé. Puis parfois, c'est aussi des gens, comme tu dis, Naomi, qui ont l'intitulé graphiste et qui en fait font un tout autre job et qui se disent graphistes parce qu'ils font un logo par an, quoi, ou une affiche de temps en temps. Et, et donc, malgré tout, ils rentrent dans ces chiffres-là. Donc, c'est compliqué d'avoir des chiffres là-dessus. Et puis après, il faut que ça rentre dans du déclaratif. Quand c'est du déclaratif, c'est aussi parfois on vient gonfler les chiffres, parfois on se trompe, parfois, etc. Donc, c'est toujours à prendre avec des pincettes, évidemment, ce genre de sondage, comme peut faire Designer Interactif, par exemple, association. Et donc voilà, après, moi je le constate d'un point de vue pas forcément quantitatif, mais plutôt qualitatif sur des études, entre guillemets, où je reçois des retours comme ça. Mais, euh, mais en effet, aujourd'hui, on a des intitulés de trucs du design qui font rêver. Ce que dit Justine sur design et territoire, ça a l'air hyper bien, justement. Mais en effet, derrière, les entreprises, elles ne vont pas embaucher forcément un designer qui s'appelle design et territoire parce qu'ils vont prendre un web développeur ou alors ils vont prendre un graphiste print machin parce que c'est des métiers, des emplois très précis. Donc, c'est pas évident de rattacher au niveau du RNCP, donc le Registre national des compétences professionnelles, euh, les métiers avec les études qui sont fournies dans le milieu du design. Sinon, on va encore former des infographistes, des développeurs web, des affichistes et des graphistes typographes, par exemple. Mais, euh, mais aujourd'hui, les formats sont très hybrides, en fait, par exemple. Donc, moi, ce que je constate juste, c'est qu'il y a un espèce d'effondrement financier du métier. Et il y a plein de graphistes qui galèrent, encore plus les freelances parce que ça se voit moins. Mais, et en agence, en fait, j'ai vu les chiffres de l'Observe, je ne sais plus c'est quel
les structures, mais c'est par rapport au nombre d'offres d'emploi et d'embauche dans le milieu du design et du graphisme. Et il y a genre 50% en moins d'embauches en 2023 dans le milieu du design et du graphisme en France. Il faudrait que je vous retrouve les chiffres exacts, mais j'avais fait des captures d'écran. Je les ai pas sur mon bureau, mais voilà. Donc ça, c'est pas très réjouissant. Et pendant ce temps-là, il y a beaucoup d'écoles privées qui se créent. Là, à Strasbourg, je constate qu'il y a pas mal d'écoles privées qui s'installent, qui se montent, qui sont des écoles qui forment des étudiants, qui ramassent l'argent au passage. Et après, l'employabilité des étudiants, mis à part faire de l'alternance, il n'y a pas forcément d'employabilité pour des dizaines de milliers de graphistes en France tout le temps, quoi. Donc voilà, il y a aussi des problèmes dans certaines formations sur la réalité des métiers derrière. En design de mode, on nous formait comme si on allait être le prochain Yves Saint Laurent ou Maria Grazia Curie, que de la haute couture, mais jamais on nous a parlé d'usage, de besoins réels, de cibles d'industrie textile et non plus de tous les métiers annexes de la mode qui sont des pistes possibles. Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que quand je me souviens aux arts décoratifs, il y a des études qui sont en design de mode, une section qui s'appelle design de mode. Tout le monde s'imagine styliste. Personne s'imagine forcément être quelqu'un qui va faire juste les croquis pour tel truc ou faire des planches de tendance, etc. Tout le monde imagine concevoir des vêtements dans la haute couture, par exemple. Mais, euh, mais très peu le seront. Donc, et pareil, quand on dit qu'on va être graphiste, on n'imagine pas qu'on va faire des catalogues pour des entreprises, on imagine qu'on va faire des affiches du théâtre de la ville, des grands trucs incroyables et tout ça. Donc c'est aussi l'image qu'on donne à nos métiers de designer, hein. Il y a Eva qui dit, je trouve aussi que dans les écoles, nous ne sommes pas aidés pour rentrer dans le monde du travail. J'ai un DSA espace et design des politiques publiques. C'est vrai que le design de service n'est pas du tout connu du public. Et aussi, si on se dirige vers l'architecture d'intérieur, c'est encore plus bouché avec les nouvelles écoles privées. C'est vrai, Eva, il y a beaucoup de gens qui veulent faire de l'architecture d'intérieur en se disant qu'ils vont faire de la décoration, hein. Souvent, c'est un peu ça, ou alors c'est un peu à la mode par Pinterest, Instagram, etc. Euh, et la question des designs des politiques publiques, en gros, ce qui embauche là-dedans, c'est la 27e région ou c'est l'État, en gros, hein, qui va venir prendre avec les collectivités territoriales, etc., les communautés de communes, etc., au mieux. Mais là, pareil, une fois qu'il y a les postes sont pourvus, euh, une fois qu'on rentre dans la fonction publique, parce que c'est aussi comme ça que ça marche, on est là et on squatte une place et y a pas, ça risque pas de bouger très très vite, quoi, à moins d'ouvrir plein de postes. Donc c'est euh, c'est compliqué en tout cas là-dedans et on se rend compte aussi que son diplôme euh, il ne joue finalement pas beaucoup. Ça nous donne des compétences, mais le diplôme, il faut un bac+5 obligatoire quasiment pour trouver du travail, espérer pouvoir trouver du travail. Et sauf que c'est surtout les projets qui vont parler, et puis le réseau, les connaissances, qui connaît qui, etc. Donc c'est pas facile, il ne faut pas se déprimer non plus. Pour moi, j'essaye aussi d'avoir la voie de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire je vais prendre sur mon temps libre et je vais faire une affiche et je vais essayer de la vendre. C'est bête, hein, mais voilà, je vais dire ok, je vais la vendre 17 euros, 15 euros sur Internet. Bon, bah, si je vends un petit peu, je serai content. Puis après, je vais faire un livre, je vais essayer de le vendre. Puis après, je vais essayer de faire un projet, machin. Et en fait, petit à petit, ça s'accumule. Et, et moi, j'essaye de ne surtout jamais attendre d'avoir des commandes clients pour travailler, pour faire des projets. Parce qu'en fait, sinon, parfois, il y a des commandes clients qui n'arrivent jamais. Et pendant 3 mois, j'ai pas de travail. Et donc, ce qui fait que en fait, j'essaye toujours de proposer des projets payants ou gratuits, hein. Des fois, je fais des projets juste pour le fun et c'est sympa, etc. Et ça me plaît mais, euh, mais ne jamais attendre quelque part de déposer un CV et d'attendre une réponse, quoi. C'est la pire angoisse et c'est très compliqué. Mais oui, Astrid, il faut intégrer des réseaux pro et puis aussi, c'est ce que j'essaie aussi à dire à mes étudiants en général, c'est d'aller partout, sauf là où il y a des designers. Aller dans des Mais structures complètement. de où il y a des architectes, où il y a des, je voulais dire, des mathématiciens, où il y a de la poésie, où il y a des éleveurs bovins, j'en sais rien. Aller rencontrer des gens qui ne connaissent même pas le design, qui n'en ont rien à faire. Moi, à la campagne, quand je suis designer, les gens me disent ouais, c'est sympa. Ici, ils travaillent tous le bois, ils sont éleveurs, ils ont des forêts, ils sont exploitants forestiers, ils sont chauffagistes, enfin, des métiers utiles, quoi. Et nous, les designers, on passe pour des petits rigolos, des artistes. Voilà. Donc forcément, Ah, euh, c'est beau de travailler avec des personnes comme ça parce que justement, on a tout à échanger, tout à discuter, tout à se rencontrer. il y a des choses que tu as dit qui me paraissent aussi fondamentales. C'est le fait de vraiment être en phase avec ses valeurs. Et je pense qu'en tant qu'indépendant, ce qui est également mon cas, on n'est jamais Mhm.
aussi bon que quand quand on travaille en phase avec ses valeurs et quand on fait ce que l'on aime dans les domaines que l'on aime. C'est-à-dire que moi, il y a des domaines qui ne m'intéressent absolument pas. On me propose des contrats, je n'y vais pas. Oui, peut-être qu'en effet, je suis un petit peu sur des niches, sur certaines missions, mais tant mieux. Alors ça, je peux le dire avec l'âge, hein. Quand on arrive à 55 balais, je pense qu'il y a tout un passé qui fait qu'on s'autorise des tas de choses. Et les jeunes, autorisez-vous des choses que nous, on ne s'est peut-être pas autorisé auparavant et gagner du temps. Gagner du temps. Et quand je disais dans le chat, soyez curieux, pour moi, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'en tant qu'étudiant, pour moi, on a un petit défaut en France, c'est que nos jeunes, ils se prennent pas assez, je trouve qu'ils se prennent pas assez par la main. Ils attendent un peu trop, mais c'est peut-être notre système qui a fait ça aussi, malheureusement. Mais je pense qu'il faut vraiment de soi-même, aller sur des événements, participer à des webinaires. Maintenant, il y a quand même plein de choses en ligne gratuites, hein. C'est pas une question d'argent. Après, ça peut être une question de temps, ça, je peux l'entendre. Mais vraiment, soyez curieux et rencontrez des pros et enrichissez-vous des expériences des uns et des autres. Après, les expériences des uns et des autres ne sont pas les nôtres parce qu'on a chacun nos caractères, on a chacun nos façons de fonctionner. Et quand Naomi disait tout à l'heure, oui, en effet, qu'est-ce qu'on peut assumer, qu'est-ce qu'on n'assume pas, moi, je pense que c'est fondamental d'assumer ce que l'on est et de dire non quand ça ne nous correspond pas. Et j'admire Eva pour ce qu'elle a fait, parce que à son âge, ben, il fallait l'oser. Et non, non, mais je t'assure, Eva, il faut tous qu'on paye nos factures à la fin du mois, il faut tous qu'on fasse vivre nos familles. Et après, c'est aussi cette société de consommation et qu'est-ce que nous, on consomme et comment on consomme. Et on peut être très heureux en consommant peu. Et ça aussi, c'est un truc en tant que ne serait-ce qu'être humain. Il faudrait peut-être qu'on reprenne un peu les pieds sur terre. Quand tu parlais de la fast fashion, enfin, c'est plus possible. Enfin, ça fait très, très longtemps que c'est plus possible, mais pour tout, tout, tout. Et Alexandre, je pense que voilà, tu es là-dedans. Je ne sais pas s'il est encore là, Alexandre. Tu vois très bien, on a souvent eu ces discussions-là. On n'est pas obligé d'avoir 40 000 trucs autour de nous. Et si on n'est pas obligé d'avoir 40 000 trucs autour de nous, on n'est peut-être pas obligé non plus d'avoir 40 000 clients. Et on peut se focaliser sur quelques clients avec qui ça se passe bien. Et on réduit, du coup, on réduit notre impact de façon assez drastique. Mais c'est un effort. Alors, un effort ou pas, enfin, moi, c'est même pas un effort parce que c'est comme ça. Et que voilà, la seconde main, ça a toujours été. Alors, moi, je viens d'une famille de menuisiers et de scieurs. Donc, autant vous dire que les ressources naturelles, c'est depuis tout petit, hein. Quand il faut aller dans les bois à l'Égoïne et que vous portez des seaux d'eau, je peux vous dire que vous la renversez pas l'eau, hein. Vous la renversez pas 3 fois et vous laissez pas couler le robinet. Donc, après, il y a un sens pratique qui est en train de revenir. Moi, voilà, je pense qu'on est vraiment en train de revenir à certaines choses, même si il y a encore des jeunes voilà, qui veulent absolument avoir telle marque et qui d'un autre côté, pensent ne pas assez avoir d'argent pour certaines choses. Après, c'est aussi des choix de vie. Et je pense il faut revenir alors, c'est terrible, les gens appellent ça sobriété, mais moi, je trouve que c'est le fondement même de la vie, quoi. C'est même pas une question de sobriété, c'est qu'on est parti tellement loin dans la conso qu'on a fait du très grand n'importe quoi. Et quand on voit C'est des vrai. familles, alors je vais prendre un exemple très bête, l'histoire des sodas, je ne sais pas si vous avez vu ça, moi je suis tombée là-dessus hier, j'étais effarée. Je ne citerai pas cette marque américaine à la bouteille rouge. Voilà. J'étais effarée du chiffre et je me dis, mais les gens vont encore mettre de l'argent dans ce truc-là, quoi. Mais quand est-ce qu'on éduque nos gamins enfin, c'est même pas une question de sobriété, quoi. Ouais, revenir à des choses saines, mais dans tout, dans la relation humaine, dans la consommation et avec nos clients. Bon, c'est un peu, les jeunes, ils doivent se C'est un punaise. vraiment, c'est un chouette témoignage et je pense que c'est même pas une question générationnelle dans le sens où c'est vrai que, comme tu dis, revenir à des choses, quand tu dis revenir, c'est quelque part se tourner vers avant, que toi tu as vécu, tu as connu, tu parles de tes parents, etc. Euh, euh, la société est comme elle est aujourd'hui et c'est vrai que c'est compliqué de se dire on va faire comme avant, peut-être faut faire comme demain. Et ça, en ça, je veux rejoindre ce que dit Eva, c'est-à-dire euh, attends, c'était Eva? Non, c'était Manon, pardon, qui disait, voilà, on veut se diriger vers des projets de demain, de l'éco-construction, la sensibilisation au grand public, etc. Allez, et beaucoup de designers veulent essayer d'innover sur ces projets-là et proposer ça, sauf que bah, il n'y a pas le marché. Le marché, c'est encore
les grosses voitures électriques, machin, et des gros trucs, et puis les coca, et puis les fringues toutes neuves et la mode, etc. Euh, et ça, c'est encore comme ça très fort aujourd'hui. Donc, il faut proposer des alternatives. Au début, elles sont toutes petites, de rien du tout. Et puis, parfois, il y en a une qui fonctionne, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Mais comme le dit Astrid, arriver à garder, oser, se dire, bah voilà, moi, mon alternative, c'est ça. On va peut-être être 5 autour de cette alternative, mais au moins, on ira et on le fera. Et parfois, on sera beaucoup plus nombreux et ça prendra une ampleur différente. Ce qui est précieux, et ça, je ne l'ai pas précisé, mais je vous ai parlé de mon changement, de quitter les grandes villes, de travailler sur des projets qui ont des impacts, moi, que j'estime être sociaux, éthiques, engagés, etc. Euh, pour moi, c'est une manière déjà de ne pas devenir fou, parce que voilà, quand on tient des discours, on a des engagements politiques, etc., si on fait tout l'inverse dans son quotidien, on devient complètement fou, on est malheureux, c'est terrible. Et quand j'étais à Paris, au bout d'un moment, j'étais vraiment malheureux de vivre dans un environnement qui ne me parlait pas du tout, et voir que je rejetais dans beaucoup de ses valeurs, et ça me convenait plus, en fait. Euh, et donc d'arriver à construire tout doucement son univers, ses projets à soi, quel client on aimerait avoir, voilà, quel projet on aimerait mener en solo, euh, combien d'argent on aurait besoin d'avoir par mois pour vivre convenablement, sans avoir trop, sans avoir pas assez. C'est un équilibre difficile. Moi, c'est ce que j'essaie de faire, de réduire un peu mes revenus, mais pas trop non plus, parce que c'est compliqué, euh, et d'arriver à un truc où tout à coup, si on n'a pas besoin de trop, et ben, on travaille un petit peu, mais pas trop, et puis on a plus de temps. Ah, avec ce temps libre, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on peut faire des projets, on peut s'occuper de sa famille, de son jardin, s'amuser, apprendre des nouvelles choses pour avoir de nouvelles compétences, pour avoir de nouveaux clients et de nouveaux projets, etc., etc. Et tout ça, c'est un équilibre dans lequel on peut parfois se retrouver. Il est dur à avoir. J'ai l'impression qu'Astrid, toi, tu l'as trouvé. C'est difficile à. Et puis, c'est un équilibre toujours instable. C'est jamais gagné à 100%. Moi, j'essaye de construire cet équilibre tout doucement. Et j'essaye de vous en parler aussi pour qu'on puisse tous ensemble aussi peut-être partager sur une volonté d'aller dans cette direction-là. Mais c'est une direction qui est pas facile et qui oblige aussi à faire des concessions. Euh, je prends plus l'avion, j'aurai jamais 5 voitures et 40 000 piscines, mais je m'en fiche. Mais par contre, j'essaye d'avoir que des clients avec lesquels je suis en ordre et c'est cohérent. Et j'essaie d'avoir du temps libre pour faire des projets perso. Bah, déjà, rien que ça, moi, dans ma vie, je suis content, quoi, ça me suffit. Et après, si demain je veux courir après des trucs qui sont beaucoup plus grands, beaucoup plus infaisables, ou qui demandent d'autres types de ressources et de moyens, bah, en fait, je vais peut-être courir après des chimères quelque part. Et ça, après, c'est ça qui rend à nouveau malheureux, etc. Donc, euh, donc déjà, être au clair là-dessus, c'est vrai que c'est pas évident parce qu'il y en a beaucoup de bruit, du bruit euh, dans Instagram, du bruit dans les réseaux sociaux, du bruit, on nous dit faut que tu achètes ci, tu achètes ça, regarde eux comme ils sont mieux, regarde tous les designers, ils sont trop à la mode, ils sont trop beaux, ils sont trop riches, ils sont trop forts. Bah en fait, ça rend très malheureux, c'est assez violent parfois. Pour Naomi reprendre qui la veut parole réagir, d'un biologiste, Olivier Hamon, je ne sais pas si vous connaissez, il parle du monde des fluctuations. Et dans un monde fluctuant comme celui qu'on connaît, il incite les gens à miser sur la robustesse plutôt que la productivité. Donc la robustesse, ça consiste à finalement réduire la voilure et être costaud pour résister face aux aléas climatiques, aux aléas des crises de société. Et que finalement, ce que tu décris, Geoffrey, dans l'idée de ce qu'on faisait, c'est-à-dire faire un maximum de contrats, faire un maximum de profitabilité, c'est plus dans les prérogatives du monde des fluctuations qu'on traverse. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est être robuste. Voilà, enfin, je reprends les mots d'Olivier Hamon et je vous invite à regarder un peu. Il anime des confs et des TED. C'est intéressant, sa vision de biologiste sur notre monde. ça. Merci beaucoup. Sur les révolutions de la robustesse, ça s'appelle. Trop bien. Merci. Oui. Il y avait Naomi aussi qui voulait intervenir. Oui, je voulais Je crois que juste avant, Geoffrey doit partir à 14h pile, donc on finit après la question de Naomi. Ouais, je dois Euh, donc je file. Je voulais juste rebondir sur, enfin, du coup, on va dire que je vais prendre un peu l'autre côté et porter un peu la voix des étudiants parce que j'en sors depuis pas si longtemps que ça. En effet, l'idée, c'est de pouvoir, enfin, si on arrive à se lancer en tant que designer indépendant tout de suite à la sortie d'école, de pouvoir s'engager dans des projets, de pouvoir refuser des projets, on va dire que c'est le rêve ultime. Mais la réalité des choses, c'est qu'en sortie d'école, personne nous a appris à être indépendant et du coup, se permettre de refuser des projets, c'est très, très difficile. Et en fait, on n'a pas d'argent. Enfin, c'est une réalité quand même qu'on entend de plus en plus, même si je dirais que dans les écoles de design, les profils d'étudiants ne sont pas
en général les plus précaires. C'est compliqué en sortie d'école de se faire sa place et du coup de tenter de nouvelles choses. Et même si on porte des engagements et des positionnements politiques, sociaux, écologiques qui sont forts, on se retrouve très vite à soit accepter des projets qui font pas partie de nos valeurs, soit faire un job alimentaire à côté qui est pas du tout dans nos valeurs non plus. Donc voilà, c'est, enfin moi une question auquel j'ai pas réussi à répondre cette dernière année pendant laquelle j'étais indépendante. Et j'ai dû faire un job à côté et enfin voilà, fallait cumuler des choses. Donc je sais pas si c'est des choses à repenser à l'avenir dans la manière d'enseigner à l'école, ou alors justement, comme le disait Astrid, de faire encore plus partie de réseaux qui peuvent nous lancer. Mais en tout cas, c'est une question auquel moi, j'ai pas la réponse. Et enfin, je sais que c'est compliqué, quoi. Même si Alors, on a beau dire, faut essayer de se lancer, tenter des choses et tout. Naomi, c'est Astrid qui parle. Je te rassure, hein, j'ai fait des tas de petits jobs, hein. J'ai été femme de chambre, j'ai fait la plonge. Je crois que j'ai vraiment tout fait. J'ai bossé dans des usines. À un moment, enfin voilà, il y a des moments, en effet, quand on est jeune, je comprends complètement qu'on n'ait pas le choix. En sortie d'études, j'imagine que c'est pas évident. Je comprends complètement. Sur ça, Naomi aussi, merci Astrid de donner aussi du courage, et c'est important, il faut se cheer up et se monter aussi. Moi, j'ai l'impression aussi que, comme le dit Naomi, personnellement, je pense que c'est beaucoup dans les études que ça se joue aussi, pas seulement. J'essaie beaucoup avec mes étudiants, là, c'est pour ça que je pars à 14h, j'ai des étudiants de l'université auprès de qui j'enseigne. En fait, la majeure partie de mon cours, je leur parle beaucoup de mes expériences professionnelles, de comment il faut faire avec un client, pas faire avec un client, les erreurs qu'on fait au début, qu'il ne faut pas faire, etc. On parle de plein d'autres choses, mais qui sont vraiment liées à notre métier, mais pas forcément du cours directement. Et parce que ça, c'est précieux, en fait, parce que ça leur donne des armes très concrètes sur est-ce que leur devis il est assez cher, pas assez cher, comment répondre à un appel d'offres, des trucs comme ça. On n'est pas du tout outillé. Les impôts, quand on est une entreprise ou quand on est freelance, comment ça marche, etc. Ça fait peur, c'est compliqué, etc. Et après, sur le deuxième volet, je pense que c'est fait à dessein aussi de la part d'une volonté politique de dire on va maintenir les étudiants et les personnes dans une forme de précarité. Donc, on ne va pas les mettre complètement sous l'eau, parce que quand il n'y a plus de foin dans les râteliers, les chevaux se battent. Donc, on va éviter qu'il y ait une grande rébellion trop forte. Donc, on va quand même laisser les colis alimentaires, on va quand même leur permettre d'avoir des petits jobs, il y a quand même le RSA, machin, etc. Mais on les laisse vraiment à la limite, comme ça, ils vont baisser leur prix, ils vont dire d'accord à tous les trucs qu'ils vont trouver, parce qu'en fait, s'ils ne sont pas d'accord, il y en a 40 derrière qui vont dire d'accord, et donc ils vont choisir ce qu'on leur donne, et c'est tout. Euh, et donc, j'ai l'impression que ça, c'est fait vraiment à dessein pour justement acheter une forme de paix sociale, un peu bouillonnante, mais voilà, pour que les gens fassent un peu ce qu'on leur dit. Euh, et donc, ça, c'est là où on se retrouve un peu coincé, où on n'a pas d'argent, il y a très peu de projets, donc en fait, on prend ce qu'on trouve. Et quand on est en concurrence avec d'autres, on va faire les prix les moins chers pour s'assurer d'avoir quand même un client. Euh, et ça, il faut faire exploser ce système-là à mes yeux, il faut pouvoir le casser complètement et le défoncer pour faire vraiment autrement. Je ne sais pas comment, il y a plein de manières de faire et chacun le fait peut-être aussi à sa manière, mais c'est hyper violent. Et ça, c'est pour les étudiants, mais c'est aussi pour tous les jobs ultra précaires qui sont autorisés en France, voilà, sur des livreurs, des gens qui sont où il n'y a pas vraiment de contrat de travail, et en fait, si c'est pas eux, ce sera d'autres. Donc c'est assez violent. Et quand à côté, tu as des profs qui te disent de ne pas penser au devis, tout ça, tant que tu es en études, car c'est une chance de pouvoir penser à la créativité, ça ne marche pas comme ça la vie. En fait, pour moi, ça n'a rien à voir. Faire un devis et penser à un mode professionnel, ça te permet justement d'assurer que tu vas pouvoir créer par la suite. Moi, si je ne m'étais pas coltiné toutes les réunions que j'ai fait avec mon comptable pour qu'il m'explique comment ça marche, etc., aujourd'hui, peut-être que je n'arriverais pas à faire encore mon métier de designer. Donc pour moi, pour assurer sa propre créativité et son propre avenir en tant que designer, il faut savoir gérer tout ça en amont. C'est comme, ouais, je sais pas, c'est comme un pilote d'avion où il dit, bah oui, concentre-toi sur la beauté des nuages, ne te concentre pas sur les manettes et comment atterrir. Le moment où il faut atterrir, tu es bien content de savoir utiliser l'avion. Donc je pense qu'il faut pouvoir quand même réfléchir à tout ça. Euh, et les bons designers, parfois, c'est des designers aussi qui sont économes et qui sont malins dans leur manière d'atteindre un équilibre entre leurs projets, la rentabilité des projets et de mener leur carrière tout doucement, en fait. Mais, euh, mais les profs, il ne faut pas toujours les écouter, hein. Écoutez votre instinct, c'est hyper important. Je vais devoir vous laisser parce qu'il est 14h. J'étais hyper content d'échanger avec vous. Je ne savais pas trop du tout où ça allait nous mener. On est encore 17, donc bah, merci d'être resté jusque-là. Je peux vous laisser échanger entre vous si vous voulez. En tout cas, c'était un super plaisir. Merci beaucoup, Bah, c'est merci beaucoup, Geoffrey. hyper intéressant.
Merci Mm. beaucoup. d'avoir Eh des ben, On se recontacte peut-être pour d'autres n'hésitez choses pas. dans le réseau. Ouais, avec grand plaisir. Et s'il y a des questions ou quoi qui n'ont pas pu être posées, n'hésitez pas à m'écrire par mail ou sur les réseaux sociaux. Je vous répondrai avec grand plaisir. Salut et encore merci à vous. À la prochaine. Super. À bientôt. équipes. Au revoir, Geoffrey. Salut.